Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour. Bonjour David Delco. Je remarque qu'on se voit une fois par an, à l'occasion des résultats annuels. Il va falloir qu'on change un petit peu nos vieilles habitudes. Je viens quand vous m'invitez. Avec grand plaisir. Bon, et on reparle de ce reconfinement national qui, c'est vrai qu'il est moins drastique évidemment qu'il y a un an, mais c'est un nouveau coup dur pour l'économie française. C'est un coup moral pour nous tous, pour nous Français, vous en convenez ? Oui, c'est un coup au moral. En même temps, moi je vois plusieurs éléments positifs. D'abord, on a appris à travailler et à faire fonctionner notre économie dans cet univers plus contraint. À la Caisse des dépôts, 93% des équipes sont en télétravail. Et la Caisse fonctionne à plein régime. À 100% télétravail. 93% est à 100%. 93% et on est à 100% de l'activité. Les 7% d'autres, dans la salle des marchés, on a des activités sur le terrain, dans la délégation régionale, les gens sont là. Et notre économie est beaucoup moins impactée qu'elle ne l'a été il y a un an. Le deuxième élément, on a une perspective de sortie de crise. Le président de la République dit, le vaccin arrive. Ouais. On avait un problème de fourniture, d'accord avec les laboratoires qui est en train de se régler. Au mois d'avril, on aura des doses qui vont arriver massivement. On a des centres de vaccination qui se mettent en place. Et donc, on a une perspective de sortie de crise. Et ça, c'est quand même bon pour le moral. La France et c'est aussi bon pour l'économie. Diesel, disait le président Macron. Alors la France est un diesel, en l'occurrence, c'est quand même l'Europe. Parce que quand on se compare, les pays qui sont confinés en sortent difficilement, d'ailleurs, n'ont pas forcément de meilleurs résultats. Les comparaisons, si on les fait de façon plus homogène, parce qu'on ne traite pas les chiffres de la même façon, l'Europe a réagi de façon homogène. Et effectivement, l'Europe, collectivement, n'a pas bien su faire arriver le nombre de vaccins qu'il fallait dans les premières semaines, mais c'est en train d'arriver. Et ça va nous permettre de sortir de la crise. Et ça va être excellent pour l'économie. Parce qu'il y a un point très important, c'est que notre économie a été protégée depuis un an. Et donc les entreprises, malheureusement il y a des exceptions, mais au total les entreprises restent solides. Sur l'impact que ça va avoir ce nouveau confinement sur l'activité, hier il y a le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui nous dit qu'il n'y a pas d'impact si les restrictions durent sur la croissance, si les restrictions durent un mois. Ce matin, on a Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui dit sur CNews, il y aura un impact sur la croissance. Et donc l'objectif de croissance de 6% pour cette année du gouvernement, il a un peu du plomb dans l'aile, il est caduque, il est fragilisé. Nous, on est sur une vision de croissance sur l'année, si à cette sortie de crise à l'été grâce au vaccin, qui sera plutôt autour de 4,5-5%. Voilà. Mais c'est une prévision qu'on avait en début d'année. On avait ce léger décalage en début d'année. C'est un peu plus pessimiste que les autres. En tout état de cause, on est convaincu qu'il y aura une reprise forte dès que les Français seront vaccinés et comme elle est un peu décalée, une semaine ou deux de moins, un mois, c'est quand même 10%, c'est 10% du PIB, quoi, à peu près. Ouais. Et quand on voit la fermeture des écoles, des commerces non essentiels, maintenant sur l'ensemble du territoire, ça va coûter, nous a dit encore une fois le ministre, 11 milliards d'euros par mois en matière d'aide, que ce soit le fonds de solidarité, que ce soit le chômage partiel, l'exonération de cotisations sociales. Tout ça est suffisant, encore une fois, pour toutes les victimes qui sont, pour aider ces victimes qui sont mises sous cloche. 150 000 commerces fermés sur l'Hexagone, c'est assez bien dimensionné, il faudra en rajouter quoi qu'il en soit. Ce qui est clair d'abord, c'est que la fermeture des écoles, c'est très compliqué pour les familles, pour les ménages. On le voit tous chez nos proches et puis dans les équipes. Donc ça, c'est une vraie complication. Ça va peser sur l'activité, effectivement. Donc c'est pour ça que ce serait bien que ça dure pas trop longtemps. Mais enfin, il y a les impératifs sanitaires. On en fait beaucoup. D'ailleurs, le coût pour les finances publiques est massif. On a quand même assez bien évité qu'il y ait trop de trous dans la raquette. Malheureusement, il y en a. Il y a encore des trous dans la raquette. Notamment pour les indépendants, pour les jeunes sortis d'école, pour tout un tas de professions qui ne sont pas insérées dans des institutions ou dans des entreprises qui permettent de distribuer cette protection sociale. Et là, malheureusement, malgré le maillage très fin qui est fait, et qui est fait d'ailleurs dans les régions par les élus, à tous les échelons, oui, il y a malheureusement des trous dans la raquette. Ouais. Éric Lombard, on devrait revenir à la normale, donc au PIB d'avant-crise. Ça nous renvoie donc à décembre 2019. Selon le FMI, alors c'est fin 2022 pour le FMI, c'est mi-2022 pour la Banque de France, mais j'ai envie qu'on se compare aux Américains. Les Américains, ils vont retrouver cette année, au mois de mai, ce niveau pré-crise. Et là, on se dit, comment, moi j'ai une idée, mais c'est ce qui m'intéresse à votre réponse, comment vous expliquez qu'il y a un an et demi de décalage? Ils ont mis plus de moyens que nous, ils ont été plus réactifs que nous. Ils ont mieux géré cette crise que nous. D'abord, il y a une grande différence. Quand on regarde le nombre de morts rapporté à la population,
C'est quand même assez proche, France et États-Unis. Hein. Ouais, enfin, ils ont quand même eu proportionnellement plus de morts. Encore une fois, il faudra bien regarder en pourcentage de la population, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Mais par ailleurs, ils ont quand même accepté une situation sanitaire beaucoup plus dégradée, parce que c'est un pays, je dirais, plus dur, où on accepte plus les inégalités, où on accepte que les gens ne soient pas soignés, et où on a accepté à certaines périodes un niveau de mortalité, un niveau d'encombrement dans les hôpitaux qui n'est pas accepté dans nos pays. Mais nombre de morts, au final, rapporté à la population, similaire à nous, avec, encore une fois, une sortie de crise un an et demi avant nous. Oui, alors il y a aussi une économie, et ça c'est historique, ça a toujours été le cas, beaucoup plus réactive. Beaucoup plus réactive, c'est-à-dire qu'en situation d'entrée de crise, les entreprises ont moins baissé que mais parce qu'ils ont plus ignoré la crise sanitaire. Ouais. Encore une fois, ils n'ont pas confiné dans beaucoup d'États. Il y a eu des moments où la situation sanitaire était désastreuse. Ils s'en sont moqués, si je peux le dire comme ça. Ils ont licencié massivement parce que c'est le système américain. Ouais. Nous, on a protégé l'emploi, on a protégé les entreprises. Eux ont licencié massivement. Et du coup, comme c'est plus flexible, ils réembauchent massivement et ils repartent plus vite. Ah ouais. C'est un modèle social qui n'a rien à voir. Je vais vous dire, moi, je préfère le nôtre. Je préfère le nôtre. En termes d'efficacité, là, le nôtre est discutable, pour l'instant. Le nôtre est plus équitable. Ouais. Il est plus protecteur des plus faibles. Il génère moins d'inégalités. Et donc, c'est le système, d'ailleurs, que les électeurs choisissent élection après élection. Donc, par ailleurs, il est légitime. Je pense que les Français et les Européens ne veulent pas, pour l'essentiel, d'un système à l'américaine qui, encore une fois, a des vertus de réactivité, d'innovation. Ils ont plus d'argent aussi en matière budgétaire, en matière monétaire. Ils ont préacheté les vaccins. Là où l'Europe a dit on va attendre de voir si le vaccin est efficace, les Américains ils ont acheté tout de suite. Ils font un plan de relance à 15% du PIB en étant complètement indifférents de l'augmentation de la dette qui en résulte. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est pas une leçon pour nous, ça. C'est un autre modèle. De mettre des moyens. C'est un autre modèle. Moi, franchement, je ne pense pas que ce soit une leçon parce qu'il y a un sujet que je regarde et auquel je suis attentif, c'est les inégalités. La croissance américaine depuis 20 ans a bénéficié à 1% de la population américaine. Le niveau de vie du reste de la population a stagné. Oui. Et une activité économique, elle est faite pour bénéficier aux gens. Et donc, les succès américains, si ça bénéficie à 1% de la population, excusez-moi, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Ça n'a pas d'utilité. Et donc, voilà, je revendique devant vous très fortement le modèle européen. Après, il n'y a pas de révolution aux États-Unis contre ça. Hein. Non, mais ils acceptent ce modèle et c'est démocratiquement validé. Donc, il n'y a pas de... pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est une vraie démocratie avec des vrais débats. Bon, simplement, c'est un modèle dont, en tout cas, moi, je ne veux pas pour mon pays parce qu'il n'est pas équitable. Et incidemment, il n'est pas durable parce que l'impact sur l'environnement reste désastreux. C'est une économie qui est très carbonée. Même s'il y a un gros plan d'infrastructure décidé par Joe Biden, heureusement, commence à se mettre à l'idée qu'il faut faire cette transition écologique et énergétique. Ouais. Mais un pays qui maltraite sa population à 99% et qui maltraite la planète, pardon, c'est pas mon modèle. Ouais. Un petit mot sur, je ne sais pas si on a le chiffre, sur Retour en France pour le coup, sur la facture Covid pour nos entreprises. Comment est-ce qu'on peut la mesurer ? Parce qu'il n'y a pas que les boîtes cotées, on soit les patrons de sociétés cotées. Alors, nous, on a fait un calcul qui vaut ce qu'il vaut, mais... J'ai vu ce chiffre, 50 milliards de fonds propres détruits. Voilà, c'est ça, 50 à 70 milliards de fonds propres. Merci de lire les études oui, quand même. de Yann Tampero, qui est notre chef économiste. Donc, et pour ça, le plus on peut remettre de fonds propres dans l'économie, le plus l'économie repartira. C'est pourquoi notre plan de relance va investir 26 milliards d'euros d'investissement en capital. Parce que le problème, c'est le capital. Les financements de dette, que ce soit le financement des fonds d'épargne, les financements bancaires, sont abondants. Ce qui a été détruit, c'est du capital. Il faut réinjecter du capital. Qu'on comprenne du capital pour le commun des mortels. Il y a eu des pertes, quoi. Il y a eu des pertes qui ont obéré la richesse de nos entreprises. Il faut remettre de la richesse, du capital, des fonds propres, qui permet d'investir, qui est le gage qui permet d'emprunter auprès de sa banque. Et donc 26 milliards d'euros, nous, on va faire de ce côté-là la moitié du chemin, si je puis dire. L'année dernière, on a déjà investi 8 milliards d'euros. Donc le plan de relance de la Caisse des dépôts, c'est parti, c'est déjà engagé, c'est déjà dépensé pour un tiers. Là où les Américains ont mis en cumulé 4 000, 5 000, 6 000 milliards, pardon, se comparé aux Américains, nous, on a ce plan de relance de 100 milliards, 26 milliards ont déjà été déboursés, décaissés, et un tiers par la Caisse. La Caisse, les 26 milliards de la Caisse, pour des raisons de comptabilité publique, ne sont pas dans les 100 milliards de l'État, donc ils s'ajoutent pour l'essentiel. Ouais. À 3 milliards près. Ouais. Et donc, nous, sur nos 26 milliards, on a déjà décaissé un tiers, 8 milliards. L'État, lui, a aussi déjà décaissé beaucoup au travers de différentes... Est-ce que ça va assez vite ? Un plan de relance qui a été décaissé à hauteur d'un quart par l'État, alors qu'il y a urgence.
Alors, j'aimerais qu'on aille plus vite. Simplement, ça dépend des projets qui sont engagés par les entrepreneurs et par les collectivités locales. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Il y a 15 jours, j'étais en Bretagne, à Rennes. On a signé avec le président de la région un accord pour créer une société d'économie mixte à laquelle on a aussi associé les banques régionales pour soutenir les commerces dans les villes bretonnes. Et donc, les fonds que nous mettons dans cette société d'économie mixte, donc ces banques, la région, la Caisse des dépôts, ça va être quelques millions d'euros au début, mais surtout, cette société va pouvoir elle-même s'endetter pour investir. Et s'il faut remettre plus d'argent, on en remettra. Ce qu'il faut, c'est porter les commerces dans les villes ou les commerces ayant fermé. Il faut qu'on rachète les murs pour octroyer des loyers modérés à des commerçants. Pour soulager les commerçants. Ça va soulager les commerçants. En Pays de Loire, on fait pareil dans le tourisme. On a créé une foncière avec la région pour acheter des murs d'hôtels pour des hôteliers qui seraient en difficulté. Il y a déjà beaucoup de projets qui avancent. On leur achète leurs murs, ça leur donne du capital pour relancer leur activité quand ce sera possible. Et donc ce soutien, il arrive très vite. Il arrive tout de suite. Ouais. D'autres mesures de soutien d'urgence, siglées, estampillées, Caisse des dépôts. Il y a tout ce qu'on fait pour bien matérialiser ce que vous faites. Tout ce que nous faisons, par exemple, pour rénover les flottes de transport urbain. Les flottes, maintenant, elles vont être à l'hydrogène ou à l'électrique. Donc, on finance l'achat de bus, ça fait travailler les industriels, et puis ça permet de verdir les flottes. On fait beaucoup de rénovation thermique de HLM, de bâtiments publics. C'est bon pour la planète, c'est bon pour l'activité. Donc, dans beaucoup de domaines, la génération d'énergie, les panneaux solaires, les éoliennes. Donc, ces investissements, ils se font de façon accélérée. Et la limitation, c'est la capacité des entrepreneurs à nous faire des propositions. Quand il y a une proposition il y a pas assez de projets qui remontent jusqu'à vous. Ça remonte en direct ou ça passe par les différents canaux? On est complètement décentralisé. D'abord, il y a beaucoup d'entités dans le groupe. On est maintenant rapproché de la Poste depuis un an. Donc, ça passe par BPI France pour le financement des entreprises, par la Banque des territoires pour les collectivités locales, les organismes de logements sociaux, la Banque postale, SFIL pour financer notamment les hôpitaux, aussi les collectivités locales. Donc il y a diverses entités qui sont puissantes. Et en ce qui concerne la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, nous sommes très décentralisés. Nous avons 33 implantations régionales et les patrons de ces implantations ont une délégation pour engager les fonds de la Caisse. Donc, ils peuvent, quand ils voient un entrepreneur, quand ils voient un élu qui veut développer une société d'économie mixte, engager les fonds de la Caisse. Et c'est pour ça qu'on a dépensé 8 milliards l'année dernière. Parce que c'est décentralisé. Parce que c'est à la main d'acteurs de terrain qui connaissent. Donc, à ceux qui disent 8 milliards, c'est pas suffisant, vous répondez, pour ça, il faut qu'il y ait des projets qui viennent jusqu'à nous. On a encore 18 milliards à dépenser. J'espère qu'on va faire 8 en 2021. Mais si en 2021, on peut faire 10 ou 12, on les fera. Les fonds sont disponibles. Donc, Éric Lombard, donc ça n'a pas de sens de demander un deuxième plan de relance. Il y a ce débat aujourd'hui, beaucoup d'experts qui disent qu'il faudrait un deuxième plan de relance, en faire plus, un peu à l'image de ce que fait Joe Biden qui multiplie les plans. Vous savez, on a un budget, il faut le dépenser. C'est ça, mais voilà. Il faut le dépenser. Quand on aura dépensé ces fonds, si on a investi nos 26 milliards de fonds propres, si l'État a dépensé les 100 milliards du plan de relance, qui inclut aussi le fonds de relance européen, il faudra peut-être rallonger. Mais après, il ne faut pas comparer parce que là-bas, les Américains, eux, ils envoient des chèques. Ils envoient des chèques aux... Alors, ils font effectivement des chèques, mais parce qu'il n'y a pas de protection sociale. Pardon, mais le chômage partiel, toutes les mesures de soutien social sont des financements qui arrivent à des personnes qui, pas de leur fait, ne peuvent pas travailler, ou auraient perdu leur job, n'ont pas d'emploi ou auraient perdu leur job. Ouais. Donc, on envoie aussi des chèques, simplement, la modalité de distribution est un peu différente. Bon. J'avais Nicolas Dufourcq, que vous connaissez, le patron de la BPI France, cette semaine pour ses résultats comme vous 2020. Il a publié des pertes, là où vous restez bénéficiaire. 777 millions d'euros, bénéfices divisés par 3. Il ne faut pas comparer, ce serait une ineptie de comparer les deux maisons en termes de résultats, ce n'est pas la même chose. Alors d'abord... parce que vous êtes dans le vert et dans le rouge. On détient 50% du capital de BPI France, donc c'est quelque part la même maison. Non, mais en fait, il y a deux choses. La comptabilité des établissements financiers, c'est un sujet qui n'est pas toujours intuitif. Dans BPI France, il y a deux éléments qui ont pesé. Oui. Il y a passé ce qu'on appelle une provision pour risques, mais qui ne sont pas des risques avérés, qui sont une provision générale de sécurité. Et puis par ailleurs, BPI France est un grand investisseur avec un grand portefeuille d'investissement. Et vous aussi. Et nous aussi. Nous, on a 95 milliards d'euros d'actions. Oui. BPI France, on a un montant important aussi. Les cours étaient en baisse l'année dernière par rapport au début de l'année. Il y a eu moins de dividendes. Ouais. Donc, après, ce qu'il faut regarder pour un fonds, puisque BPI France est aussi un fonds d'investissement,
c'est la création de valeur et donc l'augmentation globale de la valeur du portefeuille de BPI-France. Si on regarde l'augmentation de valeur de BPI-France depuis sa création en 2012, il y a eu de façon cumulée une création de valeur de 5,9%, ce qui est considérable pour une banque d'intérêt général qui a pris plus de risques que d'autres, qui investit dans des domaines plus risqués. De manière contracyclique. Et de manière contracyclique. C'est là où on l'attend. Donc, et donc, le fait qu'une maison comme BPI-France perde de l'argent quand il y a une crise, je vais vous dire, c'est même normal. C'est un bon signe. S'il n'était pas légèrement en perte, ça voudrait dire qu'il ne prendrait pas tout à fait assez de risques. Donc vous n'en prenez pas assez, vous, alors, vu que vous êtes en gain. Alors, à contrario, au bord de la caisse, maintenant, après le rapprochement avec la Poste, le total de bilan, le total des engagements de la Caisse des dépôts, c'est 1 200 milliards. Ouais. On peut admettre que 777 millions, c'est un peu l'épaisseur du trait, mais si les comptes sont les comptes, si on avait dû être en perte, ça n'aurait pas été grave, encore une fois. Ce qui est très important, c'est que nos fonds propres, notre solvabilité, ce qu'on a vraiment au cœur de la maison, c'est 51 milliards d'euros. 51 milliards d'euros. Ça va, c'est un bon coup. Voilà. Et donc, on a tout à fait les moyens de continuer à jouer notre rôle. Voilà. Donc, forte activité en 2020 pour la Caisse, avec des productions de prêts qui sont restées soutenues. Oui, alors, production de prêts soutenus... Ça, c'est un indicateur important, ça. Alors, c'est un indicateur important. Il y a un sujet, moi, qui me préoccupe un petit peu. Vous savez qu'on est le grand financeur du logement social. Et le logement social dans notre pays, c'est important. C'est près d'un Français sur 5 qui habite... 20 milliards de collectés sur le livret A. Alors, on a les fonds pour prêter. À quoi a servi l'argent? Encore que vous ne gardez pas tout, vous gardez 60%, alors, je crois. Les 20 milliards, c'est ce qui arrive chez nous. Oui. La collecte totale, c'est 35 milliards. Donc, il y en a 40% qui a été, donc 15 milliards dans les banques, 20 milliards chez nous. Donc, on a les moyens de financer le développement du logement social. Il n'y a pas assez de projets de construction de logements sociaux. On y revient. Ça. Donc, je fais un appel aux élus et quand je vais les voir, je leur dis, il faut construire. Quand vous avez un département comme la Loire-Atlantique, où il y a 45 000 personnes qui arrivent chaque année, il faut loger. Souvent, c'est des jeunes ménages. On revient à l'idée que le maire bâtisseur, il faut qu'il octroie plus de permis. 90 000 logements sociaux sont sortis de terre en 2020, c'est ça? C'est pas assez, il faut plus de 100 000. Ouais. Et c'est-à-dire que pour avoir plus de 100 000 logements sociaux, il faut plus de 400 000 logements au total. Ouais. Parce qu'en gros, mais la faute à qui alors? La faute à qui? Parce que les chiffres, on les connaît évidemment, mais... La faute, d'abord, il n'y a pas de faute. Non, mais bon, il y a une déficience. Il y a eu le cycle municipal, quand il y a un renouvellement... Ah oui. Oui, ça joue tous les 6 ans, ça joue un rôle, c'est normal. En fin de mandature, il y a moins de permis de construire, et puis après, les gens s'installent. Bon. Donc, il faut repartir. Il faut repartir avec des constructions qui, évidemment, doivent être écologiques. C'est-à-dire que, et dans la construction, qui doit être décarboné, et dans les bâtiments construits, les bâtiments sociaux et les autres, il faut que ce soit des bâtiments de nouvelle génération, qui soient économes en chauffage, qui soient neutres en carbone, et ça naturellement on sait le faire, qui soient aussi économes en sol, pour lutter contre l'artificialisation des sols, mais on peut tout à fait construire dans ces contraintes-là, ce qui seront des villes nouvelles, qui seront les villes du XXIe siècle, mais construire c'est vraiment important. Ouais. Et donc, certains disent, le livret A, ça devrait encore plus financer l'économie réelle. Vous dites, c'est déjà le cas, c'est suffisant? Ça ne finance que l'économie réelle. On a 285 milliards d'euros à la caisse, dans les fonds d'épargne, qui viennent du livret A. 285 milliards d'euros. Là-dessus, il y en a 190 milliards qui financent le logement social et les villes, déjà. Ouais. Et le reste, 100 milliards, financent les entreprises, pardon de le dire, puisque nous sommes actionnaires d'entreprises françaises et nous détenons leurs dettes. Donc, tout cet argent ne dort pas, tout cet argent finance notre économie. Ouais. Et je préférais que dans la proportion 100 milliards pour les entreprises, 190 milliards pour le logement social et les collectivités, on est plus pour le logement social. Voilà. Mais ce qui n'est pas dans le logement social, on le met dans les entreprises. Et croyez-moi, c'est extrêmement précieux pour l'économie et on fait ça avec beaucoup d'attention. Un petit mot juste de vos 95 milliards, c'est ça, investis d'actions, investis en actions. Qu'est-ce qui vous pénalise le plus dans les lignes que vous avez? J'ai regardé, vous avez de la Poste, du Transdev, Compagnie des Alpes, ICAD. On a eu le patron de Transdev, on a eu aussi ici le patron de la compagnie. On n'a que des magnifiques sociétés. Le groupe est fait de sociétés magnifiques avec des équipes très valeureuses. Sauf que la crise impacte évidemment Transdev. Il y a des équipes qui se trouvent dans des secteurs où, et donc Transdev, forcément, transport public, magnifique entreprise qui travaille dans des dizaines de pays, en plus de la France. 7 milliards de mémoire de chiffre d'affaires, 7 milliards. Et puis 160 000 collaborateurs, donc vraiment une entreprise magnifique. Les transports publics, c'était compliqué, ils ont perdu de l'argent, un peu plus de 100 millions, 109 millions, je crois.
Naturellement, les actionnaires soutiennent. Nous avons près de 70% du capital et l'entreprise va repartir, rebondir, et je suis très confiant sur sa capacité à rebondir. Ben voilà, on voit un bus à Schiphol qui est opéré par Transdev, je crois, qui doit être un bus électrique normalement. Oui. Et donc, on a aussi la Compagnie des Alpes. Les stations ont été fermées, comme on le sait. Je crois que c'est combien, 500 millions d'euros de pertes? Donc, Dominique Marcel a annoncé 500 millions de pertes de chiffre d'affaires. Oui. Mais enfin, ça va se traduire par des résultats qui ne vont pas être bons. La Compagnie des Alpes va bénéficier des aides de l'État, parce que l'Union européenne a autorisé qu'il y ait des aides qui soient versées à tous les opérateurs, naturellement, et pas seulement à la Compagnie des Alpes. Et cette compagnie qui opère aussi les parcs de loisirs, notamment Parc Walibi, Parc Astérix, absolument. Et donc, ça va rouvrir. Et donc, ce groupe va repartir de l'avant, nous n'avons pas de doute. Et puis, nous sommes des actionnaires, par exemple, de RTE, le réseau de transport d'électricité. Très bonne année, c'est vraiment très précieux. RTE, c'est grâce à RTE que l'électricité arrive dans ce studio, notamment, qui a fait une très très belle année. GRT Gaz, dans le transport de gaz, a fait une belle année. ICAD, en matière société foncière. Ouais. Donc voilà, il y a un équilibre. Avant de se quitter, juste, Éric Lombard, à celles et ceux qui se posent la question, comment est-ce que la Caisse accompagne, favorise la transition énergétique? Vous l'évoquiez, c'est une mission vraiment pour vous qui est aujourd'hui numéro 1. On sait que beaucoup d'argent du plan de relance est fléché justement vers cette transition écologique. Alors, nous, c'est notre première priorité. Il faut que cette crise soit l'occasion d'accélérer la transition écologique. Je dirais la transition écologique et la transition aussi vers une société plus inclusive et vers une économie plus inclusive. Mais au-delà des mots, évidemment. Non, c'est pas les mots. On parlait de la comparaison avec les États-Unis. Il faut une société où on forme tous les jeunes, où on donne un emploi à tous les jeunes, un emploi à tout le monde, des perspectives à tout le monde. C'est essentiel sur tous les territoires. La Caisse des dépôts et la Banque des territoires y sont, et de façon durable. Donc évidemment, il n'y a pas un euro qui doit être investi qui ne contribue pas à la décarbonation ou au passage vers une économie plus verte. Et ça, c'est vraiment au cœur de notre mandat. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. On se revoit, pas un an pour se revoir. Avec plaisir. Merci, au revoir.